regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec la chercheure Céline Aguerre de l'Institut du savoir Montfort et avec elle, il sera question de la relation entre les BPC et le diabète. Je sais vraiment pas qu'est-ce que c'est. On va l'apprendre ensemble dans la demi-heure qui suit. On va aussi parler avec Julia Thompson de Tourisme Ottawa. Avec elle, on va parler de tout ce qui se passe en fait dans la région ici pendant la période des fêtes, parce que oui, il va se passer des affaires. Et tout de suite pour commencer, je parle avec Monsieur Jean-Marc Dufresne du journal Le Droit Famille, et il y a un nouveau numéro qui a été lancé depuis peu. Il y a tellement de beaux sujets à l'intérieur de ce nouveau magazine là que j'ai eu du mal à choisir de quoi on allait parler ce matin. Mais je me suis attardée à l'entrevue intime avec Monsieur Denis Gratton, que je pense que la communauté franco-ontarienne connaît, qui fêtera 30 ans de carrière l'année prochaine avec vous. Et ça s'en vient, là, c'est en 2021. Et Denis a vécu au Québec, mais il a vécu à Vanier, là, c'était pas clair, c'est un petit gars de Québec, un petit gars de Vanier. C'est bien un natif d'Eastview, l'ancien secteur de Vanier. Et au fur et à mesure que je faisais l'entrevue avec Denis, il m'apparaissait important de faire un petit peu le tri entre le mythe et la réalité. Parce que Denis, c'est le genre de gars, d'après sa chronique d'humeur qu'il signe dans Le Droit, qui joue toujours un petit peu entre les deux. Il y a des personnages, il fait parler son ordinateur, sa voiture, il fait intervenir sa conjointe Manon à tous les temps en temps. Et je me suis dit, tiens, justement, naviguons entre le mythe et la réalité. Allons voir un petit peu qu'est-ce qu'on sait vraiment de Denis et qu'est-ce qu'on ne sait pas. Et à ma grande surprise, Denis, qui était une personne très réservée, s'est ouvert, effectivement, et nous a livré quelques secrets intimes intéressants au cours de l'entrevue. Et puis, c'est ça que, en tout cas, en général, quand j'ai lu l'entrevue, c'est ça que j'ai ressenti aussi, c'est que qu'est-ce qu'il projette à l'extérieur, c'est pas lui, en fait. C'est quelqu'un de très positif et de très, je sais pas, qui aime rire, en fait. Je dois avouer que je me suis amusé avec cet aspect-là. D'entrée de jeu, dans le début de l'entrevue, je parle de son air, quiconque l'a déjà vu, Denis a un air un peu renfrogné, un peu bourru, parle pas beaucoup, c'est un gars qui était un peu timide. Et j'ai demandé, écoute, es-tu un air bête? Je le connais depuis des années, évidemment. Et il m'a dit, non, je sais, ma face dit ça, mais je suis pas comme ça en dedans. Je suis une personne timide. Et ça peut donner cette impression-là, mais pas du tout. Et quand on connaît Denis, on se rend compte que c'est un homme qui est absolument charmant. Mais il y a des choses qui sont intéressantes de savoir, par exemple, c'est que ça fait 30 ans qu'il est dans le journalisme et qu'il signe des chroniques, mais il n'a pas, au début, je ne voyais pas du tout là-dedans. Denis, en fait, il n'avait aucune idée vraiment de ce qu'il voulait faire dans la vie. Il a même été fonctionnaire fédéral, oui, au service des médias, mais c'est à l'insistance, je devrais dire, de son frère Michel Gratton, qui était très, très connu, journaliste et qui était très près du gouvernement mulroney aussi. Et c'est lui qui disait tout le temps, Denis, tu vas être un journaliste, tu vas être un bon... Ah, telle expérience que tu fais là, ça va être bon quand tu vas être journaliste. Et éventuellement, il a décidé de faire quelque chose de sa vie, sans diplôme secondaire, il s'est inscrit au Collège Algonquin. Le petit mensonge blanc. Il y a effectivement une anecdote. Parce que pour rentrer au Collège Algonquin, qui est l'ancien pendant de ce qui est aujourd'hui la Cité, il fallait avoir évidemment son diplôme d'études secondaires. Lui ne l'avait pas. Alors, quand ils lui ont posé la question, il dit oui, bien sûr, je ne serais pas ici si je n'avais pas mon diplôme. C'était pas vrai, ils n'ont jamais vérifié. Alors, il a suivi son cours qu'il n'a pas terminé. Parce qu'après une année, il s'est fait offrir un stage dans un journal de Cornwall où il est allé travailler, mais il a décidé de rester là. Et éventuellement, il y a eu des coupures de poste, c'est là qu'il est allé au fédéral. Et il s'est fait une ouverture au journal Le Droit, qui a d'abord été offerte, croyez-le ou non, au père de Denis. C'est ça. Qui était aussi un correspondant pour un hebdo, mais qui n'était pas ça dans la vraie vie, c'était quelque chose qu'il faisait à sa retraite. Et le père de Denis a dit, non, offrez-moi pas ça à moi, offrez-le à mon fils, il serait bon là-dedans. Et
La suite, évidemment, ça fait partie de l'histoire. Denis est entré au droit et il est le chroniqueur aimé et adoré qu'on connaît depuis. Et puis, vraiment, dans cette entrevue-là, on retrouve de tout, de comment il a rencontré sa conjointe, comment il est rentré au droit et comment il lutte, en fait, à chaque jour pour nous apporter un contenu vraiment qui pourra nous donner du baume au cœur. En tout cas, ça, c'est une très belle entrevue. Félicitations, M. Dufresne, d'avoir fait sortir les verres du nez à M. Gratton. Le deuxième sujet que j'aimerais qu'on discute, là, c'est le sujet qui dit, il a comme titre « Adopter un aîné ». Puis quand je l'ai vu, j'étais comme « Adopter un aîné, ça se fait ça ». Mais en lisant l'entrevue, comme tout ce que vous avez écrit, je me suis rendu compte de ce que vous voulez passer comme message. Oui, c'est qu'on a vu avec le COVID, la pandémie, l'isolement des aînés et à quel point certains se retrouvent dans une certaine solitude. Oui. C'est important d'en être conscient, mais c'est aussi important de poser un geste. Peu de gens le savent, mais on peut adopter un aîné, c'est-à-dire qu'on peut faire des démarches de façon à devenir une espèce de personne, peut-être pas une personne ressource, mais un support moral. C'est presque une adoption dans le sens que vous n'aurez pas vraiment de papier à signer comme si c'était l'adoption d'un enfant, mais c'est un processus qui est extrêmement intéressant. Vous savez, les boomers, ceux qui sont de la génération après-guerre, ont moins d'enfants que leurs parents. Donc, comme ils ont moins d'enfants, ils ont moins tendance, lorsqu'ils sont en résidence, à avoir la visite de leurs enfants. Et en plus, ils ont souvent des enfants qui sont dispersés un peu partout, ailleurs au Canada, dans d'autres pays. Et donc, se retrouvent plus facilement en situation de solitude. Et la solitude peut se faire de deux façons. Vous pouvez avoir vraiment la solitude qui fait que vous n'avez jamais de visite, comme on le voit malheureusement trop souvent dans les résidences. Mais vous avez aussi des personnes âgées qui s'isolent elles-mêmes, dans le sens où, je vais vous donner un exemple, ma mère, dans sa dernière année de vie, à 93 ans, des fois, je lui disais, maman, il me semble que tu voisines pas beaucoup, tu n'as jamais la visite, tu vois des gens et tu ne fais pas d'amis à la résidence et tout ça. Ça ne m'intéresse pas, c'est tous des vieux. Elle avait 93 ans et elle trouvait que les gens qui étaient autour d'elle, c'était tous des vieux. Elle a dit, il faut juste me parler de leurs bobos. Alors, il ne faut pas oublier qu'on avance en âge, mais on reste la personne qu'on est à l'intérieur. Et si demain matin, vous qui m'écoutez, n'avez pas envie de vivre 24 heures sur 24 dans un milieu entouré de personnes de 93 ans, ben, les personnes de 93 ans aussi peuvent trouver ça lourd à la longue d'entendre parler de maladies, puis de problèmes et tout ça. Donc, quand, comme jeune adulte, on est capable d'arriver dans la vie de quelqu'un, d'une personne âgée, puis passer un coup de fil de temps en temps, d'être une référence, une ressource. La personne peut vous dire, sais-tu quoi, j'ai reçu du courrier pour telle chose du gouvernement, je ne sais pas trop comment ça marche, d'être là. Des fois, juste la présence. La présence, de savoir qu'il y a quelqu'un, elle sait qu'aujourd'hui, le lundi, le mercredi, puis le vendredi, elle vous parle pendant une demi-heure. Bien ça, là, ça devient le moment fort de sa vie. Oui, puis ça renforce les liens, en fait, ça donne plus confiance en eux, parce ils se sentent seuls. Et ça change l'ordinaire. Et des fois, c'est peu de choses, hein, d'écouter beaucoup, de s'informer sur la personne âgée. Puis souvent, les personnes âgées ont l'impression qu'ils n'ont rien à dire, mais on peut les faire jaser. Une petite chose rapidement, c'est que ne devient pas... on n'adopte pas comme on veut. Il faut quand même passer à travers un processus, s'investir auprès de soit de résidences, soit de groupements de personnes âgées pour faire un jumelage. Eux vont faire des vérifications à votre endroit, probablement vérifier pour voir si vous avez un passé judiciaire, quoi que ce soit. Et après ça, on va voir à l'intérieur d'une résidence ou d'un groupement quel match on peut faire, qui sont les personnes les mieux assorties. Mais c'est une démarche qui vaut la peine et qui fait autant plaisir à la personne âgée qu'elle peut vous faire plaisir parce que vous allez aussi puiser dans cette sagesse-là. Et ça, effectivement, ça n'a pas de prix. Et pour clore ce dossier sur les aînés, là, j'ai retenu comme deux ou trois organismes que j'aimerais partager aux gens qui nous regardent s'ils ont envie d'aider. Il y a le Centre Service Gig, il y a Retraite en Action, il y a le Conseil sur le vieillissement à Ottawa. En fait, s'ils y pensent, ils peuvent juste les contacter pour être bénévoles. Il va nous rester juste une minute avant de terminer. Le troisième sujet que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est la violence conjugale, parce que là, dans cette entrevue, là, dans ce dossier, on parle de reconnaître, de parler et de se reconstruire quand on vit une violence conjugale. Contrairement à tout ce qu'on lit sur la violence conjugale, ce qui m'intéressait n'était pas tant le phénomène de la violence conjugale, mais le après. Qu'est-ce qui arrive après?
quand on décide que ça va faire, que ça suffit. Et je voulais un peu accompagner les femmes dans ce processus. 90% des plaintes sont par des femmes. Ça vous donne un aperçu concret, réaliste. C'est pas facile, les démarches. Et on pense que parce qu'on va faire une plainte à la police, que c'est une fin. Non, c'est un premier pas. Puis savez-vous quoi? Même si c'est difficile, même si c'est long, mieux vaut passer à travers de ça que d'endurer la violence conjugale, qu'elle soit sexuelle, physique ou économique. C'est un très, très bel article. Il y a toutes des informations super importantes pour les femmes. Et aussi, il y a les mythes, je vais dire, et de la réalité de qu'est-ce qui se passe vraiment pour ces femmes qui vivent la violence conjugale. Vous avez fait un excellent travail, vous et toute votre équipe. Et puis, merci d'avoir partagé ces informations avec nous autres. Bonne journée, M. Dufresne. Merci beaucoup. Le droit est disponible. Le droit famille est disponible en ligne. En ligne. Merci beaucoup encore. Alors, pour vous autres à la maison, comme M. Dufresne vient de le mentionner, moi, je vous le conseille vivement. Là, vous allez juste visiter le www.ledroit.com pour avoir accès à la version électronique en ligne. C'est vraiment un délice, un délice pour les yeux et puis à lire. Maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe dans le temps des fêtes ici dans la région. On sait qu'on est en période de pandémie, mais Julia vient nous apporter de très bonnes nouvelles. Déjà, pour commencer, on peut patiner. Oui, bien sûr. Le patiner, c'est une très bonne activité. Bouger le corps, passer du temps dehors, c'est parfait. Alors, premièrement, je vais parler du patinoire des rêves devant l'hôtel de ville d'Ottawa. C'est maintenant ouvert. C'est tout réfrigéré. Alors, si c'est à 5 degrés, si c'est moins 10 degrés, c'est ouvert. C'est ouvert tous les journées de 6 heures le matin jusqu'à 23 heures le soir. Et vous pouvez louer les patins et acheter les queues de castor les vendredis, samedis et dimanches, plutôt pendant les après-midi et les soirs. C'est une bonne nouvelle. On a l'impression qu'on n'allait rien faire, mais il y a des activités à faire. Il y a aussi la patinoire du parc Lansdowne. Oui, j'étais ici le fin de semaine. C'était vraiment belle. C'est ouvert aussi maintenant. Il n'y a pas de location ici, mais il y a un petit chalet où on peut mettre les patins. Ici, c'est la même chose, c'est réfrigéré. Ces deux patinoires, la capacité, c'est 100 personnes et on a besoin de porter un masque quand la distanciation physique n'est pas possible. Mais c'est ouvert, c'est vraiment cool. Et à Lansdowne, il y a une expérience nouveau nommée le Lansdowne en lumière. Le marché de Noël est annulé pour cette année. J'allais te poser la question, oui, OK. Oui, alors c'est annulé, mais ils ont utilisé les lumières et les installations pour faire quelque chose d'autre. Okay. C'est illuminé pendant le soir et on peut marcher, prendre les photos, mais c'est plus facile de faire la distanciation physique. Il y a moins de personnes et c'est ouvert tous les soirs. Et pour ceux qui ont envie de rester toujours dans le centre-ville, il y a aussi Rideau Hall qui a une patinoire. Oui, ceci c'est un peu différent. La capacité c'est 20 personnes et on a besoin de réserver sur leur site web. C'est tout réservé pour le mois de décembre. Alors c'est vraiment populaire. Alors c'est une suggestion pour le mois de janvier. On peut réserver maintenant pour patiner en janvier. On peut réserver en janvier pour patiner en février et réserver en février pour patiner en mars. Alors c'est une suggestion pour patiner en janvier, mais c'est vraiment cool. C'est un patinoire historique et c'est seulement 20 personnes. Alors, c'est un peu privé. Puisqu'on a juste le site de Tourisme Ottawa qui va s'afficher bientôt là, est-ce que si on part sur le site web de Tourisme Ottawa, on peut avoir accès aussi de Rideau Hall pour faire la réservation? Oui, bien sûr. Okay. Et pour Rideau Hall, on a besoin d'envoyer un courriel à leur personne de réservation, mais c'est tout sur le site web. Alors maintenant, on a fini avec le patinage. Julien va parler des événements de Noël, surtout pour ceux qui ne savent pas patiner comme moi. Là, il y a de belles lumières, en fait, dans la ville qui s'en viennent. Oui, c'est l'année des lumières. Oui. Il y a beaucoup de choses à faire avec les lumières des fêtes. Premièrement, on a les lumières de Noël au Canada. Ça, c'est les arbres, les bâtiments au centre-ville qui sont illuminés pour le temps des fêtes. Le rue Elgin, Wellington, Sussex. On a aussi une installation sur la colline du Parlement. C'est nommé Entre les rangs et c'est une
installation lumineuse qu'on peut passer dedans. Dans les années passées, on avait une projection sur l'édifice du centre, mais cette année, on n'a pas de projection, on a une installation des lumières. Et on a aussi une émission spéciale le 17 décembre pour les lumières de Noël au Canada. Okay. C'est une présentation pour les lumières dans chaque capitale des provinces, mais Ottawa, comme la capitale du Canada, aurait un espace spécial. Et il y a beaucoup d'invités, beaucoup de performances. Ça serait vraiment cool. 17 décembre, c'est une date à noter. Il y a aussi l'Arbre de l'Espoir qui va se passer du côté du Château Laurier. C'est quoi comme activité, ça? Oui, c'est plutôt une compétition de décoration pour les arbres de Noël. Cette année, c'est virtuel pour plus de personnes. On peut voir les arbres en personne dans le foyer du Château Laurier. Si on est un client de l'hôtel ou si on mange au Wilfred ou Zoé, les restaurants au Château Laurier. Mais pour tous les autres, on peut voir les arbres sur le site web. Tout ça, c'est pour lever les fonds pour CHIO, l'hôpital pour les enfants. Alors, on peut aller sur le site web, voter pour les arbres préférés. Tourisme Ottawa a un arbre, alors peut-être voter pour Tourisme Ottawa. Il y a aussi un petit chasse-trésor. Chaque arbre a un petit Rudolph pour trouver, alors ça c'est fun aussi. Alors, il va nous rester peu de temps, mais j'aimerais qu'on parle au moins de 2 villages de Noël. Le premier, ce serait le village d'antan aux 1000 lumières au musée village du patrimoine de Cumberland. Oui, ceci c'est vraiment cool. C'est pour conduire dedans. Okay. Alors, il y a beaucoup de lumière sur les petites maisons et les édifices et choses comme ça. Et on reste dans l'auto pour passer sur un chemin de quelques kilomètres et voir toutes les lumières. Fait qu'on ne descend pas de la voiture, on reste dans la voiture, mais on peut avoir accès. C'est à tout moment de la journée qu'on peut y aller? C'est plutôt pendant les soirs et on a besoin d'acheter les billets en avance. Alors, c'est pendant les soirs. À la ferme aussi, Sanders, il y a toujours des activités. Je vois qu'il y a un Noël champêtre là-bas. Oui, ça c'est plutôt pour les familles pendant la journée. Ils ont un marché de Noël. On peut acheter les arbres de Noël. Il y a les labyrinthes, les queues de casseurs encore. Et pendant le soir, il y a un autre chemin où on peut traverser dans l'auto, un peu comme au musée village patrimoine Cumberland, mais dans la campagne à Ferme Sanders. Merci de nous informer sur les activités qui sont possibles de faire durant le temps des fêtes. Je pense que c'est assez réconfortant, surtout en ce moment qu'on vit. Merci, Julia. Oui, merci. Joyeux fête. Toi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, c'est très facile. Si vous voulez avoir un programme assez chargé pendant le temps des fêtes, même en période de pandémie, je vous inviterai à visiter le www.tourismeottawa.ca pour avoir la liste de toutes les activités que vous pouvez faire en famille. Maintenant, je vais discuter avec la chercheure Céline Aguerre de l'Institut du Savoir Montfort et avec elle, on va parler de la relation entre le BPC et le diabète. Et en fait, Madame Aguerre, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que c'est que le BPC. Bonjour. Allô. Donc le BPC, c'est un produit chimique qui a été utilisé puisqu'il est interdit maintenant d'être produit. Il était utilisé dans les transformateurs électriques, dans les condensateurs électriques, dans les isolateurs, dans certaines peintures, mais aussi dans certains plastiques. OK. Alors, ces affaires-là ont été interdites. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que parce que ça polluait comme l'atmosphère, l'environnement? Donc, ça a été interdit parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment dangereux pour la santé humaine. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est relié au développement de certaines maladies, par exemple les cancers. Donc, quand on est exposé à ce type de produit, on peut développer de nombreuses maladies. Alors, c'est quoi le lien avec le diabète, puisqu'on parle de maladie? Donc, c'est ça. On se rend compte aujourd'hui que c'est aussi en lien avec le développement du diabète. Donc, particulièrement le diabète de type 2, c'est le diabète que l'on va développer plus
à l'âge adulte. C'est pas le diabète de type 1 qu'on développe quand on est enfant. Le diabète de type 2, c'est un diabète qui est plutôt relié à une mauvaise hygiène de vie, une alimentation trop riche en graisse, par exemple, un manque d'activité physique qui est relié aussi au surpoids. Donc, il y a certains polluants qui sont présents dans notre environnement qui pourraient aussi participer au développement du diabète de type 2. Ouf. Et les BPC en font partie. OK. Là, maintenant, je sais qu'avec d'autres chercheurs de vos collègues, vous avez travaillé sur cette, je vais dire, cette relation-là. Et pourquoi vous avez été intéressé déjà à travailler sur ça et qu'est-ce que vous avez fini par trouver? Donc, on a étudié donc, si un de ces BPC pouvait induire le diabète dans un modèle dans un modèle de rat. Et puis, on a regardé ça aussi plus, qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules, au niveau plutôt mécanistique. Donc, en fait, on s'est rendu compte que ce BPC pouvait induire des défauts de métabolisme dans le muscle des rats. Donc, ils ont un métabolisme qui est diminué. Et puis, si on a un métabolisme diminué, on peut avoir des accumulations de certains métabolites qui sont néfastes pour la santé. Puis, on s'est demandé, est-ce que c'est à cause que le BPC altère le muscle directement ou est-ce que c'est parce qu'il y a une communication avec d'autres organes dans l'organisme qui font que le BPC altère le fonctionnement d'un autre organe qui, par sa communication avec le muscle, altère le fonctionnement du muscle. Puis, effectivement, le BPC, il s'accumule dans les gras. Dans les gras. Donc, c'est un produit qui s'accumule dans les gras. Et c'est pour ça qu'on y est encore exposé aujourd'hui, parce qu'il va s'accumuler dans les gras des poissons, par exemple. Donc, c'est un produit chimique qui reste très longtemps dans l'environnement. Il se dégrade très lentement. Donc, il peut très bien être présent, par exemple, dans l'eau des rivières ou dans l'eau des océans, des mers. Puis, ils sont exposés à ces produits, donc ça s'accumule dans leur graisse. Puis, au final, les petits poissons sont mangés par des plus gros poissons, puis par des plus gros poissons. Puis, qui c'est qui mange les gros poissons? C'est nous, les humains. On est au bout de la chaîne. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on appelle ça la bioaccumulation. Plus on monte dans la chaîne alimentaire, plus l'accumulation des polluants est importante. Puis là, les gros poissons, qui c'est qui les mange? C'est les humains. Donc, nous, on est exposés à des plus grosses quantités de polluants. Puis, ils vont s'accumuler dans nos graisses à nous après. Oui. Là, et donc, c'est ça. J'ai juste une question C'est parce que ça qu'on quand a vous avez étudié. commencé à parler des BPC, vous avez dit cette sorte de BPC. Donc, il y en a plusieurs sortes. Oui, il y en a plusieurs sortes. Puis, on a étudié celle qui est censée être la plus dangereuse. Je pense qu'on a voulu avoir le plus de chances de trouver un effet, en fait. Et là, Donc, on a étudié celui qui est le plus dangereux et qui est vraiment présent dans l'environnement. Et on se rend compte que c'est nous qui sommes le plus exposés, comme vous venez de le mentionner, en tant qu'humains. Mais j'ai vu dans votre étude que vous avez parlé du tissu adipeux. C'est quoi? Donc, le tissu adipeux, c'est les graisses. Donc, c'est ce qui nous rend un peu en surpoids. Donc, le BPC va s'accumuler dans nos graisses. Puis, ce qu'on a montré dans notre étude, c'est que ça va modifier la production de certaines molécules par les graisses. Et donc, ces molécules, elles peuvent être bonnes, mais elles peuvent être aussi mauvaises. Et puis, ça va modifier la production des mauvaises molécules par les graisses. Et puis, ça induit comme une inflammation qui va communiquer. Donc, ces molécules communiquent avec le muscle. Et puis, elles vont altérer l'utilisation des sucres par le muscle. Donc, on sait que le diabète, c'est un problème de sucre. On n'utilise pas assez bien le sucre par les muscles. Et vous imaginez, le muscle, c'est un des plus gros organes qu'on a dans notre corps, puisque on est composé principalement de muscles. Donc, si tous les muscles ont des problèmes d'utilisation des sucres, on va avoir une augmentation des sucres dans la circulation sanguine, puis c'est ça qui mène au diabète. Et là, maintenant, puisque vous l'avez dit plus de 2 fois, c'est nous qui sommes les plus exposés parce que ça se retrouve un peu partout dans qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger. J'ai même vu dans votre étude que ça se trouve dans les produits laitiers aussi. Oui, donc tous les produits animaux qui sont gras.
Donc ça peut être les produits laitiers, ça peut être les graisses, comme n'importe quelle graisse animale, et les poissons, des produits comme ça. Ouf, combien de temps vous pensez que... Parce que c'est des affaires qu'on mange tous les jours. Là, même encore ce matin, j'ai pris des produits laitiers. Donc, je me demande combien de temps ça prend pour que ce soit assez grave dans le corps d'un humain. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on évolue, on va être de plus en plus exposé à ces polluants puisqu'ils s'accumulent. Donc, ils vont rester et s'accumuler dans nos graisses. Mais il faut aussi savoir que les enfants et les bébés sont plus à risque parce qu'ils sont plus petits. Donc, les concentrations de polluants sont plus importantes dans un petit enfant comparé à un adulte. Il faut quand même être assez rassuré que moins on mange de produits qui proviennent des produits sauvages, on va dire, moins on est exposé à ces polluants. Parce que comme on les produit plus au Canada, les animaux des fermes ne devraient pas être exposés aux polluants, par exemple. Ou en tout cas moins exposés que des animaux qu'on retrouve vraiment dans la nature et qui sont exposés à des choses qui sont restées dans la nature. Ouais, donc quelque part, là, comme vous l'avez mentionné, oui, les animaux sont peut-être pas super exposés, mais on peut retrouver du BPC dans qu'est-ce qu'on a l'habitude de mettre dans notre corps. Et en ce moment-là, vous pensez que, je sais pas, en tout cas les paliers de gouvernement, quel genre de réglementation ils devraient avoir pour nous préserver un tout petit peu? Pour les BPC, c'est déjà réglementé en fait. Ils sont interdits d'utilisation au Canada depuis les années 1970, donc ça fait quand même longtemps. Mais comme je vous l'ai dit, comme ils se dégradent lentement dans l'environnement, on y est encore exposé malheureusement. Puis ça, c'est vraiment difficile parce que on peut pas vraiment contrôler ça. On pourrait pas comme dépolluer comme du BPC. Mais en tant que chercheur, vous aurez des conseils pour nous autres, peut-être? Des petits conseils? Donc, c'est toujours, bien sûr. Donc, moi, je vous conseille d'éviter de manger trop d'aliments qui proviennent, qui sont vraiment des aliments, des animaux sauvages, on va dire, parce que c'est eux qui sont le plus exposés à ces polluants. Et ensuite, le mieux, c'est toujours de varier son alimentation parce qu'on s'entend que si on est exposé une fois parce qu'on a mangé du saumon qui contenait du BPC, c'est pas grave. Le problème, c'est si on mange du saumon tous les jours et que là, ça s'accumule dans notre corps. Donc, en variant au plus possible notre alimentation, on évite d'être exposé toujours à la même chose. Et du coup, ça limite notre exposition, évidemment. Est-ce qu'en 15 secondes, vous pouvez me dire si on les retrouve aussi, le BPC, dans les fruits et légumes? Ben, les fruits et légumes ne possèdent pas beaucoup de graisse, donc il devrait y avoir très peu de BPC dans le fruit et légumes. Je commence à avoir peur, donc je demande tout en même temps. Ben, merci beaucoup pour votre étude parce que ça nous a beaucoup aidé de discuter de ça avec vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Alors oui, on a eu une très belle discussion avec cette chercheure de l'Institut du Savoir Montfort. Je suis pas mal sûre que si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez visiter le www.savoirmontfort.ca. Et j'aimerais vous rappeler que le nouveau numéro du Droit Famille est disponible en ligne. Donc vous pouvez l'avoir de manière vraiment virtuelle au www.ledroit.com. Il y a de très beaux sujets qui sont à l'intérieur qui seront vous intéresser. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. Demain, on sera de retour à partir de 11h et avec vous, on va parler d'une très belle exposition qui a été ouverte dernièrement au Musée canadien de la guerre et de plein d'autres sujets vraiment très intéressants. On se voit demain à 11h. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Très heureuse d'être de retour à l'émission. Nathan Parle sera là pour vous. Formule virtuelle en cette 20e saison. Soyez au rendez-vous. Nathan Parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux.
S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À l'émission Court-Circuit, on rencontre le duo De Flore, qui nous livre avec poésie leur tout nouveau spectacle. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.